euro-africain, donc que je représente ici. Alors la thématique que vous avez prise aujourd'hui est une actualité extrêmement importante pour le développement du Maroc. Alors il faudrait pour pouvoir la comprendre, qu'est-ce que c'est le flottement du dirham avec son impact non seulement sur les transferts de l'argent de l'ensemble des immigrés, mais aussi des capitaux. Mais c'est un sujet qui est extrêmement sensible par rapport à l'environnement. Lorsqu'il y a un tsunami, lorsqu'il y a une insécurité dans un pays, lorsqu'il y a des crises qui sont d'ordre successifs, lorsqu'il y a l'absence de démocratie, la chute de la monnaie est importante. Alors, la question c'est l'impact avec un certain nombre de scénarios des nouvelles sociétés à risque et parfois sur fond religieux, tout au moins vu en Europe, puisque l'islam, l'immigration et la criminalité parfois sont liés chez eux, c'est leur point de vue, il n'est pas le nôtre, mais c'est une problématique qui se pose au niveau en termes financiers, car les capitaux circulent d'un pays à l'autre. Ce qui fait que le sujet de l'impact pose plus de problèmes, plus de questions que de réponses, et plus de problématiques que d'hypothèses, plus d'impressions que de certitudes, et parfois il y a de la subjectivité certaine, c'est-à-dire en ajoutant les types cartésiennes, qu'une objectivité certaine. Vous voyez donc la problématique, elle est difficile. Et je dirais que l'impact du risque, le débat que j'essaye de provoquer, quelque peu, comme je dirais, provocateur, pourquoi? Parce que ça donne un débat de société. Et là, le taux de change, c'est un peu un thermomètre, avec un thermostat de plafond et du plancher, qui permettrait à la société d'évoluer ou pas, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une réchauffe ou pas au niveau du gouvernement et au niveau de l'environnement. C'est ce problème-là qui est important. Si c'est le côté technique, il est général depuis 1958, l'Europe l'a vécu. Mais la tendance mondiale aujourd'hui, c'est que l'on va vers la fin de ce qu'on appelle des régimes de change fixes. Pour une raison simple, il faut le comprendre. Et ça, c'est une très bonne piste pour vous faire recherche. Au niveau de la mondialisation, qui est considérée comme un bulldozer, la mondialisation, dans la conception américaine, c'est que l'Américain n'a pas de devise étrangère, parce que sa monnaie est la monnaie de la monnaie. Et donc, elle n'est pas convertible. Et dans ce cas-là, pour lui, le monde entier est un marché intérieur. Et Dieu, pour un américain, il parle qu'anglais. Il parle aucune langue, il comprend aucune langue. Donc, c'est sa conception. Donc, si vous voulez, la mondialisation casse tout, détruit tout, n'a pas de principe fondateur, rien ne lui est sacré. Par conséquent, soit les sociétés sont obligées de s'adapter, et elles sont bienvenues dans le monde de la mondialisation. Soit, si elles sont réticentes, eh bien, elles sont des sociétés de type biodégradable, avec des risques de société, de risques politiques, et parfois, comme je disais, sur fond de type religieux. Quelle est la problématique de fond? Tous les pays qui étaient sous le régime fixe étaient dans une situation entre l'enclos et le marteau. Soit ils avaient un stock de sécurité de ce qu'on appelle la devise étrangère pour acheter les importations. Et tous les pays du tiers-monde, je me demande si, avec la mondialisation, d'ici quelques années, ils sont vivables, économiquement parlant, parce que c'est des pays qui n'ont pas le potentiel. Ils font pratiquement entre 85 et 90% d'importation du côté technique. Donc ils ont besoin de devises pour pouvoir l'acheter. Et c'est un stock de sécurité, que l'on appelle un stock de régime fixe, qui est de l'ordre de 3 mois, avec bien sûr le pétrole, etc., quand on n'en a pas. Et ça, les États-Unis vous disent, soit vous l'achetez, et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que plus vous achetez, plus vous amortissez, vous absorbez le déficit américain. Et si vous ne l'achetez pas, vous avez un problème d'intérieur. Vous n'avez pas de devise, il n'y a pas de problème d'importation. Et l'importation relève de 85%. Ça veut dire que nous vivons à crédit au niveau du PIB. Alors vous voyez un petit peu le danger entre... Donc toutes les monnaies depuis 1958, la convertibilité de l'or, le système de Bretton Woods, la domination était américaine entre le mark, entre le franc, entre la livre, etc. Mais il y a un moment donné où le mark et la France, depuis 1960,
1958 jusqu'en 1971, et c'est là où ça va basculer vers ce qu'on appelle les régimes de change à taux flexible. C'est ce qu'on appelle le flottement. C'est-à-dire que le marché va déterminer la valeur de la monnaie à travers ses actions et à travers les risques politiques de l'environnement. Et à ce moment-là, en 1971, la France ne peut plus absorber. Les États-Unis ont compris l'inconvertibilité, et c'est, si vous vous rappelez, l'institut de ce qu'on appelle le Smithsonian, qui est un accord de Washington qui permettrait, vous faites des recherches là-dessus, qui permettrait de dire, attention, nous sommes arrivés, et là il y a la dévaluation de la monnaie du dollar, ce qui pose donc véritablement un problème. Alors c'est ça un petit peu la problématique. Donc la deuxième chose, c'est, je dirais, les crises. Alors c'est les crises qui posent problème, parce qu'il y a de 1971 jusqu'à 2007-2008, où il y a eu la grande crise des suprêmes, nous sommes passés par la crise financière, la crise économique, la crise de confiance, la crise de l'endettement, la crise, je dirais, du système monétaire. Faut-il changer ou pas? Quel type de flottement? Et comment les déterminer, etc. Et là, en dehors je dirais, des 5 patates très chaudes, en Europe, mais que nous essayons ici, également à travers la régionalisation, qu'ils les prennent en charge quand la région a des cadres, a des leaders capables de gérer la santé, capables de gérer l'éducation, capables de gérer l'habitat, capables de gérer les transports et surtout le problème de l'agriculture. Mais il y a d'autres crises. La crise que la Banque mondiale a dit, si vous voulez passer au niveau du taux de flottement, le régime de flottement, il faudrait d'abord qu'il y ait une bonne gouvernance. Et la gouvernance est un problème dans les pays arabes et dans les pays musulmans, dans le MENA. La religion ne nous a pas appris ce que c'est d'éthique politique. C'est quand même marrant, 1440 ans qu'on vous dit il ne faut pas voler, il ne faut pas hader, il ne faut pas hader, c'est ce qu'on fait le contraire. C'est une problématique. Iqra, c'est le premier mot qu'on dit dans le Coran. Mais 90% de gens sont encore illettrés. La société est résistante au changement. Ce n'est pas parce que vous avez dit une valeur que ça marche. Il faut 20 ans pour pouvoir la changer. Et moi j'ai été un professeur donc en dehors de Washington, Georgetown, j'ai été quelques semaines, à peu près 2 mois, 8 semaines, en Corée du Nord. Et Corée du Nord était dans la même vision que nous. Elle a une monnaie flottante. Et la Corée du Sud a doublé. Mais si elle a doublé. Je ne sais pas comment dire en français, mais à 10 fois. 10 fois. Multiplié par 10. J'avais dit dire quinquennal, hectogonal, etc. Le 10 après, j'arrive ça. C'est pas un problème. En tout cas, 10 fois le PIB par rapport au Maroc. Si vous vous rappelez, dans les années 80-82, le Maroc est dans une crise cardiaque. Vous voyez, donc, employer cette terminologie avec un diagnostic d'une crise cardiaque pour l'économie marocaine, cela veut dire en faisant la comparaison. Et je me suis rendu compte, en enseignant ces 8 semaines dans une université de la Corée du Sud, 3 choses ont permis à la société d'évoluer. La première des choses, ils ont mis le paquet d'investissement sur l'éducation, car l'éducation, il faut 20 ans pour que la première génération sorte, pour qu'il y ait jusqu'au bac plus 5. Je ne sais pas plus 10 ou la plus 15 ou la bac 0 ou blablabla, on sait qu'on ne va pas même. Non, tous, sans exception, étaient, donc on a fait un investissement énorme. Donc c'est l'éducation qui était la priorité des priorités. 2, on a mis le paquet également au niveau de l'investissement pour préparer le régime flottant. La deuxième idée, c'était la recherche scientifique. Et la recherche scientifique était liée au marché, était liée au privé. Ce n'était pas le financement de l'État. Car tout ce qui est financement de l'État, il n'y a pas de prix Nobel en réalité. Donc il faut qu'il y ait une privatisation liée à la région, liée aux entreprises, de façon à ce que quand il y a les prix Nobel, la retombée économique se fait dans la région. Et vous avez des villes comme Séville, Toulouse, vous avez des régions qui eux-mêmes, les prix Nobel par exemple de chimie, etc., il y en a 3 dans le monde, c'est les États-Unis, c'est la France et c'est l'Allemagne. Ils dominent la pharmacie du monde entier. C'est
du McDonald's, si vous voulez, ils vendent la franchise, ou là vous avez des grandes entreprises qui vendent des... Mais en réalité, les retombées sont des retombées. Quand vous voyez Washington, 6 prix Nobel, ou là 15 prix Nobel, en tout cas, ce que je voulais faire ici, avec les tombées économiques des prix Nobel, c'est la liaison, et c'est ça qu'il faudrait comprendre, qu'il ne faut pas casser le privé. Le privé est important à partir du moment où le privé est conscient d'investir sur la territorialité. Car les gens vont avoir un programme scientifique très important pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises dans la territorialité, c'est-à-dire dans la région. Il y a l'économie de Marcussi, donc du découpage de type politique qui vont monter 2 ou 3. Alors eux, les Coréens, ils ont investi dans la recherche avec cet axe professionnel. Alors, c'est la troisième, parce que j'ai dit la troisième, vous avez raison, monsieur le vice-président, vous voyez qu'il n'a pas la présidence, mais il a le vice. C'est des positifs. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Mais en tout cas, il a raison de me rappeler ce point extrêmement important, c'est que les meilleurs salaires, c'est les enseignants qui gagnaient mieux qu'un ministre, mais ils sont sélectionnés et les étudiants sont sélectionnés. Donc c'est au moins les 3 problèmes pour préparer. Alors comme je disais, ce n'est pas parce qu'une religion, dans un état de droit, le droit on peut le changer. On n'est pas dans un passe-droit. On peut évoluer avec la société. Les religions, vous ne pouvez rien changer. Ce qui fait que l'éthique, c'est un apprentissage à l'école. C'est l'éthos. C'est d'avoir la dignité de ne pas être corrompu et corruptible. Deuxième chose, il faut que vous préparez la société à la transparence économique. Vous ne pouvez pas avoir de l'économie de l'automne si vous avez des économies de rente. Ce n'est pas possible. Il faut que tout soit clair. La bourse est claire pour tout le monde. Regardez un peu les bourses dans les pays du tiers-monde. La bourse d'Allemagne fait à 57 sociétés. Donc pratiquement 35, les gens n'achètent plus et vendent des actions. Il n'y a que des petits. Mais il faut absolument être transparent, c'est une condition sine qua non de l'ensemble des pays, au moins 5 ans de visibilité avec des bilans clairs, nets, transparents et vérifiables à n'importe quel moment. Surtout pas maintenant avec des logiciels. 3, au niveau de la gouvernance, ce qui est très important, c'est le choix du casting des hommes politiques que les partis politiques vont présenter aux élections, aux institutions à caractère électif. Et il faudrait que ici aussi, un autre point très important, c'est la démocratie pour tous et la méritocratie pour chacun. Si nous n'avons pas ces conditions, nous sommes en train de faire une démocratie sans peuple. Nous avons la fuite des cerveaux. Nous avons une immigration. Tout ceci a un impact sur la monnaie. Car la monnaie, comme je vous ai dit, c'est le thermomètre. C'est la radioscopie d'un pays. C'est avoir confiance d'une monnaie qui est flottante, mais dans une marge plafonnée et avec un seuil qui est contrôlable, et ça monte et ça redescend. 4, pas possible de faire de la monnaie si vous n'avez pas ce que l'on appelle une justice sociale. Vous ne pouvez pas avoir un tribunal où vous achetez quelqu'un au prix où il coûte et vous le vendez au prix du marché. Il n'y a plus de justice, vous n'avez pas. Donc les pays ne sont pas préparés. Et 4, c'est très important, c'est le développement de la recherche, c'est le problème de développement de la recherche. Il faut que l'université apprenne à tendre la main à l'entreprise et que l'entreprise elle-même, dans sa région, prioritairement pour l'emploi, pour répondre aux besoins de l'université, puisque l'université dans tous les pays du monde, pratiquement en Allemagne et dans tous les pays des États-Unis, il y a un financement de l'ordre de 7% qui se fait par les entreprises et par la région, parce que les retombées économiques de la recherche vont se faire. Sinon, ce n'est pas possible, vous aurez des étudiants comme nous, les chercheurs, la majorité des chercheurs que je connais marocains, ne publient pas dans notre pays, ils publient ailleurs. Parce que pour se faire connaître, il faut avoir du statut. Moi-même, je publie à l'extérieur.
Et à un certain temps, c'est terminé. Parce que après 30 ans ou 40 ans, vous faites le bilan de la situation. Vous dites, ça ne sert à rien. Je travaille pour qui? Vous vous posez la question. Et c'est une question du passage d'une société de méfiance vers une société de confiance. C'est le passage d'une société de bonne gouvernance, mais pas celle de son gouvernement. Cinquième point qui est très important, c'est la régionalisation, qui est un outil extraordinaire de gestion qui permettrait de stabiliser et d'avoir une compétitivité et une concurrence entre les régions pour savoir quelle est la meilleure région, qu'est-ce qu'elle sait vendre, quels sont les avantages comparatifs qu'elle a, de façon à ce qu'elle puisse situer et elle draine les capitaux, elle draine les individus sous forme parce qu'il y a ce qu'on appelle, la Banque mondiale appelle les 3D. D'abord, réduire la distance avec pour que vous y allez 1 heure et vous revenez. Vous rentrez dans une banque, il faut connaître le banquier vous sert immédiatement. Vous êtes un cadre, vous n'avez pas de temps. Si vous faites la queue, ils ont dit que vous travaillez avec votre argent. C'est à lui de s'organiser. Vous ne pouvez pas être une personne et vous connaissez la queue sur 50. Vous êtes cadre. C'est pour ça qu'on a créé les Français, on a créé la carte monétique. C'est pour gagner du temps. Car la gestion du temps est très importante. Troisième chose qui est très importante dans ce la région du troisième, c'est la densité. Il faut qu'on regroupe un certain nombre de gens. La densité, c'est la démographie. C'est-à-dire, c'est développer le pouvoir d'achat parce que les individus sont très nombreux. Quand vous avez une concentration dans certains types de villes, dès là, la densité fonctionne. Et le troisième, c'est le développement à travers un régime financier. Mais le régime financier, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui permet de faire monter des fleurs. Et je donnerai un exemple, c'est celui de Pascal. Pascal. Pascal, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que dans des pays, lui-même avait créé la rage, mais à côté de ça, il a commencé à travailler sur la pasteurisation et les microbes, etc., à la grande découverte. Et il a dit une superbe phrase pour les médecins et les biologistes du monde entier. Il leur a dit, ça ne sert à rien, même si vous avez des idées, des étudiants, des idées prophétiques, angéliques, qui viennent du ciel et qui tombent. Mais il faut qu'ils tombent sur un terrain ou un terreau hospitalier qui puisse les accueillir pour les faire pousser. Même une fleur, elle monte droit, elle monte dans le terreau. Mais si elle tombe sur une tête licencéphale, elle tombe sur un parlement où 40%, 50% sont illettrés ou analphabètes, la fleur est biodégradable. Elle va mourir. Ça sert à rien d'avoir des universités, de faire de l'investissement si l'administration ne suit pas. C'est la préparation d'une nouvelle société, entrepreneuriat, mais plus salariat. C'est très important d'avoir... Alors, la crise de confiance, comme je vous ai dit, la crise également de la fuite des cerveaux, et aujourd'hui, le Maroc, ça risque de vous étonner, c'est très important. Aujourd'hui, après 63 ans d'indépendance, 65 ans pour d'autres pays. Là, 3 minutes, ou la 2, 3 minutes, 4, c'est bien, je suis content. Aujourd'hui, après 65 ans, tous les pays africains, vous pouvez faire la recherche. Le Maroc y compris, on est incapable, pas en mesure, de gérer l'électricité, de produire de l'électricité, de le distribuer. On n'est pas capable de gérer l'eau. On n'est pas capable de gérer les déchets domestiques et recyclables. On n'est pas capable de gérer le tourisme. On n'est pas capable de gérer le transport. On n'est pas capable de gérer la tram, le TGV. C'est des contrats de gestion délégués pour 35 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pose problème au niveau de la paix. Où sont les cadres? Si on fait appel à ce qu'on appelle le PPP, l'OPSET, la compensation industrielle, pour appeler des sociétés de type de l'étranger, à la Lyonnaise des Eaux, la Bradal ou la Viera, ou la... peu importe. 35 ans de contrat jusqu'à 45. À ce moment-là, il vaut mieux, par hypothèse, de prendre des secteurs économiques, l'éducation, la santé, la justice, les mettre ici, j'espère.
formation كاملة نديروها gestion déléguée ونبقاو حنا نديرو الفولكلور et la danse du ventre. Quelque chose qui peut aussi choquer. Je le prends justement pour que vous compreniez. Le sport il est aussi simple. Les Africains qui habitent, je vous signe les noms. Il n'y a pas un mononational avec 24 joueurs qui ont formé en Europe. Le directeur et l'adjoint du directeur est français. C'est la même chose pour le Sénégal, qui se nomme la petite France. C'est la même pour l'Algérie, pour l'Égypte et pour l'Inde. Finalement, les joueurs diront là. Et quand même, c'est un ballon que vous mettez dessus. Mais derrière ça, il y a toute une industrie financière. Derrière ça, il y a toute une technologie. On n'est pas capable de le faire. Alors, quel est l'industrie? Ce sont des gens ramadaniens qui jouent avec le drapeau. Mais l'Italie a perdu. Pourquoi? Parce que c'est lié sur la frontière. L'Espagne, la Hollande, qui n'a jamais perdu le Tchèque, parce qu'ils ont perdu, on se pose une question. Nous avons des gens qui sont nés chez eux, qui ont été évalués chez eux, qui ont éduqué chez eux, qui ont joué le football chez eux et qui vont jouer avec un autre drapeau. Est-ce que c'est compréhensible? Ce n'est pas compréhensible. Donc il y a une réaction de la brutalité, du populisme, de l'extrême droite, de la xénophobie, etc. Bien, je termine parce que je n'ai pas... L'idée, c'est le Maroc qui a commencé à jouer, c'est la monnaie flottante, elle est très importante parce qu'elle permet d'abord de faire tomber les sociétés de ce qu'on appelle à rente économique. Elle fait tomber les sociétés à rente politique. Parce que nous rentrons dans une logique de compétition et que tout se mesure pour qu'elle est c'est aussi la fin de ce qu'on appelle les États qui ne sont pas économiques. Les États SDR. Les États qui n'ont pas la possibilité de grandir. Et le Maroc a fait le choix intelligent. Il va vers la CEDEAO. C'est-à-dire on va être 16 pays. Mais là, la monnaie, c'est très important. Le cahier de charge, comme vous le disiez, vous aurez même carte d'identité, même passeport, même circulation des gens, même les capitaux, mais surtout la même monnaie flottante. Donc on va prendre notre petite indépendance. Deuxième chose, le Maroc, il a signé la ZERACA, zone de libre-échange au niveau du commerce africain. Il y a 44 pays sur les 54 qui sont signataires. Ce qui veut dire que nous avons cette même logique. Aujourd'hui, le Maroc a besoin d'un modèle économique qui est beaucoup plus élargi. Si le président de séance me dit, il faut que j'arrête, alors j'arrête. Là, cet exposé de type introductif risque de déconcerter les théoriciens qui réfléchissent sur la mondialisation des économies de change, parce que c'est la fin des économies de régime de change fixe, et qui essayent de s'intégrer. Mais malheureusement, ces théoriciens n'ont pas le pouvoir pour mettre des décisions. Et il y a les praticiens, les banquiers, les financiers, qui, eux, sont dans la pratique de la parité de pouvoir d'achat, mais ils ne lisent pas et ils n'ont pas cette vision des universitaires.